Voilà, donc intervention en milieu Seveso. J'ai tout de suite envie d'y ajouter ceci: en sécurité. Si vous ne retenez que ce terme à la fin de cet exposé, eh bien j'en serai le plus heureux. Alors qu'allons-nous voir ensemble? Eh bien nous allons aborder évidemment la partie relative à la législation. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais ce qui vous intéresse davantage, c'est de voir que lorsque vous intervenez en milieu Seveso, quelles sont les précautions, que faire et surtout que ne pas faire dans le cadre à la fois de l'urgence individuelle ou dans le cadre du déclenchement d'un plan d'urgence et d'intervention que j'illustrerai en fin d'exposé. Alors, législation Seveso, bien évidemment, première question à se poser, que veut dire Seveso? Est-ce que vous en avez tous connaissance? Je pense que la plupart ont déjà entendu parler de Seveso. Il s'agit d'une commune italienne située en Lombardie et à proximité de laquelle un accident industriel est survenu en 1976. Un accident industriel qui a provoqué le rejet de 5 kilos de dioxine. Alors, y a-t-il eu des victimes? Quelqu'un peut-il me répondre? J'entends des noms, je m'adresse aux modérateurs, aux autres personnes qui font les exposés. À votre avis? Oui? Non? Eh bien, il n'y a eu aucune victime, aucun décès. Par contre, parmi la population, on a quand même pu dénombrer 0,6% de la population qui a souffert, qui a été atteinte de chloracné. Au niveau animalier, au niveau agricole, là, c'est un autre dommage plus important. On a eu à dénombrer la mort de 3300 animaux domestiques. On a dû abattre 70 000 têtes de bétail et de nombreuses terres agricoles ont dû être, ainsi que des habitations, ont dû être décontaminées. Tout cela est sans commune mesure, bien sûr, avec l'accident qui est survenu en Inde, à Bhopal, en 1984, où l'explosion dans une entreprise chimique de l'Union Carbide a provoqué, elle, le rejet de 40 tonnes d'isocyanate de méthyle, engendrant la mort immédiate de 3500 personnes, engendrant dans les semaines et les mois qui ont suivi la mort de 12 000 à 25 000 personnes selon les sources, et de toute façon un nombre approximatif, oui, je dirais bien, de 350 000 victimes, toutes gravités confondues. Tout cela peut évidemment justifier la réaction, la virulence de la réaction de la population suite à cet accident. Alors évidemment, suite à ces accidents, et il y en a eu d'autres que je ne citerai pas ici, l'Union européenne s'est posé la question de savoir doit-on légiférer en la matière, et effectivement, c'était une priorité. Et sur base de directives qui ont été éditées en 81 et en 96 et qui se dessinent déjà dans une troisième version à l'aube de 2015, on a sorti les directives dites Seveso 1, 2 et 3. Évidemment, pour que ce soit d'application au niveau fédéral, cette législation européenne doit être transcrite en droit belge et ça a été transcrit sous la terminologie des accords de coopération entre l'État fédéral et les régions pour la maîtrise des accidents chimiques. Cette législation, que va-t-elle faire? Eh bien, elle va, pour les entreprises industrielles du domaine de la chimie, classer ces entreprises en deux grandes catégories. Catégorie que l'on appellera le seuil haut ou communément aussi le grand Seveso, et les catégories seuil bas, dit petit Seveso. Tout cela, évidemment, une entreprise sera classée haut ou bas seuil en fonction des quantités de produits qu'elle va utiliser et ou stocker sur son site ou sur ses sites. Évidemment, chaque entreprise essaye toujours d'échapper à la réglementation en tombant en dessous des quantités seuil. Évidemment, le législateur n'est pas dupe et c'est pour ça que cette législation évolue au fil du temps pour pouvoir s'adapter et contrarier un petit peu cette volonté des entreprises. Ces directives vont conduire à toute une série de mesures de sécurité et de mesures de contrôle qui seront d'autant plus sévères si on est classé grand Seveso. Je donne deux exemples pour les grands Seveso. On va demander à l'industriel de développer un plan d'urgence externe. Qu'est-ce que ce plan? C'est tout simplement évaluer l'impact que l'accident au sein de l'entreprise peut avoir au niveau de l'environnement, au niveau des habitations voisines et des entreprises voisines. C'est ce que l'on appelle l'effet domino.
On imposera aussi pour les seuils hauts la mise en place d'une sirène et évidemment la mise en place aussi d'un comité d'accompagnement des riverains de façon à ce que ces personnes puissent savoir quelle conduite tenir lorsque la sirène retentit. Deuxième texte qui peut qui concerne les entreprises Seveso, c'est l'arrêté de 2006 sur la planification d'urgence. Planification qui est imposée à la fois au niveau communal et à la fois à l'échelon provincial. Et on verra l'importance dans le domaine du Seveso de la province. Cet arrêté, je ne citerai que les deux catégories de plans principales qu'il développe, à la fois le plan général d'urgence et d'intervention, plan qui va régler tous les points qui sont communs à toute gestion de crise, toute situation de catastrophe. Et je cite quelques exemples ici pour illustrer mon propos. La chaîne d'alerte, qu'est-ce que la chaîne d'alerte? Qui prévient qui et comment lorsque l'accident survient? La coordination opérationnelle et stratégique, qui va prendre les décisions, qui va coordonner, qui sera responsable. L'information à la population, il est évident, les médias étant toujours en première ligne lorsqu'il se passe quelque chose, eh bien la population est directement informée. Il y a lieu, dans les meilleurs délais, de pouvoir les informer de façon correcte. Les médias, je viens de dire, seront présents, eh bien il faut en assurer la prise en charge. Que va-t-on leur dire? Qui va se charger d'un communiqué? Mise en place, ouverture d'un centre d'appel téléphonique. Vous savez bien, quand il se passe quelque chose, eh bien, sur votre téléviseur, vous voyez ou vous entendez sur les ondes, en cas de besoin d'information, composez le numéro 0800, numéro vert, numéro gratuit. Mais évidemment, il faut structurer cela. Il faut des gens qui soient derrière les postes téléphoniques et qui aient aussi la possibilité de donner de bonnes informations aux appelants. L'accueil des familles, il se passe quelque chose, mais tout le monde s'inquiète, tout le monde veut avoir des informations. On se déplace. S'il survient le moindre accident dans une école, vous pensez bien que les parents ne vont pas attendre d'avoir une information par les médias, ils se rendront directement à proximité de l'école. On va bien sûr les en empêcher, mais il faudra pour autant les prendre en charge dans un endroit approprié. Le centre de traitement de l'information, mais l'information que l'on va diffuser, il faut qu'elle soit correcte, il faut qu'elle soit recoupée. Donc on met en place ce centre de traitement de l'information. Voilà quelques exemples, il y en a bien d'autres qui sont développés dans un plan général d'urgence et d'intervention. Maintenant, ce qui nous intéresse, revenons à nos Seveso. Nous avons l'obligation au niveau communal ou provincial de développer des plans particuliers d'urgence et d'intervention pour tout ce qui est risque localisé. Et une entreprise Seveso est le meilleur exemple en la matière. Alors je mets obligation légale tout simplement parce que pour les Seveso, les provinces doivent développer un plan particulier d'urgence et d'intervention pour chaque entreprise. Tout cela nous fera gagner du temps, c'est l'objet, l'intérêt d'une planification, c'est de pouvoir engager les bons moyens dans les meilleurs délais en fonction de la situation réelle au sein de l'entreprise, on parlera de niveau d'alerte tout à l'heure, et évidemment de structurer l'organisation des secours. Et nous verrons ça dans l'exemple. Dernier texte de référence s'appliquant aux entreprises Seveso, c'est un arrêté de 2008 relatif aux zones de risque. 3 zones de risque sont déterminées. La zone de danger immédiat, donc comme vous pouvez le lire, c'est la zone où les effets de l'accident peuvent avoir des conséquences irréversibles ou létales en cas d'exposition, même de courte durée. C'est ce que l'on appelle la zone d'exclusion. Il est évident, vous n'avez rien à y faire. Sinon, probablement, vous ne pourrez pas relater la moindre information par après. La zone à risque, c'est la zone où les effets de l'accident peuvent avoir des conséquences graves, directes ou indirectes, immédiates ou à long terme. Donc ce sera au minimum une zone de confinement et probablement et presque certainement une zone d'exclusion pour les personnes non protégées. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas protégés, donc vous n'avez rien à y faire. Troisième zone, la zone de vigilance, c'est la zone où les effets de l'accident peuvent toucher des personnes sensibles ou peuvent inquiéter des personnes non averties. Donc là, ce sera principalement des mesures d'information à la population qui seront déterminées dans ce plan. Quant à vous, est-ce que vous y allez, vous n'y allez pas? Eh bien, tout dépendra de la situation, tout dépendra du plan et du niveau d'alerte. Donc là, vous, et on en parlera tout à l'heure, vous devez vous en référer à votre responsable de discipline, votre DIRMET, et lui, en
coordination avec les responsables des autres disciplines présentes, donneront l'autorisation ou pas de vous engager dans cette zone de vigilance. Ces zones, évidemment, doivent être calculées, donc il y a des modèles mathématiques qui sont utilisés. Ça n'est pas fait n'importe comment et ça doit être validé, bien sûr, par l'autorité provinciale. Je vous ai dit, ils sont tenus de réaliser un plan particulier d'urgence et d'intervention. Donc, ils vont devoir valider ces différentes zones de risque qui seront reprises, nous le verrons dans l'exemple, dans le plan particulier d'urgence et d'intervention. Alors maintenant, venons-en à ce qui vous intéresse le plus, je pense, que faire et surtout que ne pas faire dans le cas d'une intervention en milieu Céveso. Deux cas de figure, comme je vous l'ai dit, nous allons voir ça dans le cadre de l'urgence individuelle. Alors, pour cette urgence individuelle, sachez que vous n'allez pas intervenir comme ça sans que quelque chose n'ait été préparé pour vous. L'entreprise, l'exploitant est tenu de faire un plan d'intervention, d'un plan interne d'urgence. Alors, ça consiste en quoi? L'exploitant analyse les risques au sein de son entreprise et élabore des scénarios d'accident et en fonction de chaque scénario d'accident, il doit déterminer la réponse qu'il va apporter au sein de l'entreprise. Donc, dans le cadre où vous êtes appelé pour un accident de travail, un malaise sur le lieu de travail, eh bien, le plan interne d'urgence aura déjà été activé. C'est déjà un scénario élaboré par l'entreprise, par l'exploitant. Alors, que va-t-il faire? Il va dire qui, dans mon entreprise, va apporter les premiers soins, les premiers secours. Qui va appeler le centre 100? Quelles informations dois-je communiquer au centre 100? Et surtout, et là ça vous concerne maintenant, où vais-je accueillir et qui va accueillir les services de secours externes? Alors, vous vous présentez à l'entrée de cette entreprise, on vous accueille. Eh bien, dès ce moment, partez du principe que vous rentrez dans un environnement dangereux. Ayez ça à l'esprit en permanence. Donc, observez, communiquez toute information, toute anomalie, toute chose constatée, tout problème rencontré, communiquez, ne gardez pas cela pour vous, ça peut adresser d'autres personnes et ça peut contribuer à votre sécurité. Ayez, je le dis toujours dans mes formations, une vision large sur l'événement. Ne foncez pas tête baissée vers la première victime. Analysez la situation, analysez l'environnement. Est-ce qu'il y a un risque pour moi? Est-ce que je ne me mets pas en danger en m'approchant aussi près? Donc, évaluez les circonstances dans lesquelles vous travaillez. Il y a toute une série de... Ah oui, il faudrait... Alain, tu peux cliquer sur la signalisation? Voilà. Donc, au sein de ces entreprises, vous avez toute une série de pictogrammes qui apparaissent sur des locaux, sur des unités de stockage ou autres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais dès que vous voyez ces symboles affichés, sachez qu'ils représentent des dangers. Pas forcément immédiats pour vous. S'il n'y a pas de fuite auprès du fût sur lequel il est mis produit toxique, celui-ci ici, eh bien, il n'y a pas de danger de vous en approcher. Maintenant, ne le renversez peut-être pas s'il n'est pas fermé. Donc, maintenant, s'il n'est pas fermé, il peut émettre aussi des vapeurs toxiques. Donc, ne vous en approchez pas. Vous allez me dire maintenant pourquoi avoir le fameux rectangle orange que l'on voit posé dans le cadre des transports ADR, donc transport des produits dangereux par route. Mais tout simplement parce que dans ces entreprises-là circulent des camions qui viennent charger ou décharger des produits dangereux. Donc le problème peut se poser à proximité de ce véhicule lors d'une opération de dépotage, par exemple. Alain, tu peux cliquer sur le bouton retour dans le fond à droite. Merci. L'accident peut se produire aussi à un endroit où il n'y a pas de panneau de signalisation particulier. Si l'accident a lieu à proximité d'une tuyauterie, d'une canalisation, qu'un ouvrier est occupé à remplacer une vanne, par exemple, eh bien, et qu'il se fait prendre par les fumées, vous ne pourrez pas forcément identifier la nature du gaz qui a provoqué l'accident. Donc, soyez toujours vigilants, observez, comme je vous l'ai dit, et mettez tous vos sens en éveil, de façon à ce que vous puissiez observer une odeur suspecte, une fumée d'une couleur particulière, un écoulement de produit, une réaction cutanée ou une toux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cherchez à vous informer, vous êtes dans un environnement dangereux, donc informez-vous, faites-vous conseiller. Sur quoi? Eh bien, par exemple, la victime a-t-elle été contaminée par un produit? L'état de la victime
y a-t-il un lien entre son état et la présence d'un produit dangereux? Je prendrai une intoxication par exemple. Si tel est le cas, eh bien, tout de suite, premier réflexe, à quel produit ai-je affaire? Quels sont les dangers pour moi intervenant? N'oubliez pas non plus que vous pouvez intervenir dans des ambiances explosives, dans lesquelles le matériel qui est utilisé doit être ATEX, donc c'est atmosphère explosive. Votre matériel avec lequel vous intervenez ne l'est pas. Et je commencerai par votre propre GSM. Donc si vous intervenez dans ces milieux, votre GSM doit être éteint, première chose, et mieux encore rester dans le véhicule. Vos radios ne le sont pas. DEA, la même chose. Donc soyez toujours vigilants, renseignez-vous avant auprès des personnes que je vais citer présentement, à savoir des gens de l'entreprise. Des EPI, ce sont des équipiers de première intervention. Le conseiller en prévention, c'est le responsable de la sécurité dans l'entreprise. La direction, un membre de la direction, un ingénieur, un contremaître, un ouvrier, voilà tous des gens qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les risques. Donc, cherchez l'information auprès de ces personnes. Ne jamais intervenir seul. Je vous l'ai dit, le plan interne d'urgence, en principe, le prévoit. Vous serez toujours accompagné, vous serez pris en charge. Maintenant, évidemment, tout accident résulte toujours d'un défaut à un moment ou à un autre. Donc, si vous vous retrouvez seul dans ce milieu-là, demandez toujours à avoir la présence d'un représentant énuméré précédemment. Dans une entreprise, il y a des règles de sécurité qui sont imposées à toute personne qui s'y trouve, que ce soit le port d'une tenue visible, le port d'un casque. Il est évident que si on vous demande de le faire, vous le faites. Il y va aussi de la responsabilité dans le cadre d'un accident de travail. Vous intervenez sur un site, un milieu où on travaille, vous avez des obligations en la matière. Évidemment, vous allez quand même accomplir les missions qui sont les vôtres, avec l'accompagnement médical si nécessaire. Et dès que le médecin urgentiste est présent, il est évident que vous allez respecter ces consignes et vous plier à ces consignes, et que la coordination avec le représentant de l'entreprise lui incombera. Si maintenant la victime est contaminée, vous n'êtes pas équipé et vous n'êtes pas formé pour la prendre en charge. Donc, que faire dans un cas pareil? Tout simplement demander l'intervention, l'appui des équipes de première intervention, donc des membres de l'entreprise qui disposent de moyens de protection individuelle et de techniques de décontamination. Faites appel au service incendie via le 100 ou le 112 et profitez de l'occasion pour communiquer toutes les informations qui sont relatives aux produits concernés. Toutes ces informations, par le bilan que vous allez faire, sont essentielles ou peuvent être essentielles pour les directeurs de discipline de l'AD1 et de l'AD2. Demandez que l'accueil des renforts soit assuré. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le plan interne d'urgence, si on vous demandait d'intervenir, on allait mettre en place une procédure d'accueil pour vous, mais bien souvent, tous ceux qui suivent, il n'y a plus personne pour les attendre. Et ça, c'est vécu régulièrement dans le monde de l'industrie. Dès que ces renforts arrivent, faites un bilan avec eux et demandez au plus haut gradé des pompiers ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez plus faire, et vous respectez ces consignes. Voilà pour l'urgence individuelle. Deuxième cas de figure où vous pouvez être appelé à intervenir sur un milieu Seveso, c'est dans le cadre du déclenchement d'un plan général d'urgence et d'intervention, et ici de façon plus précise d'un plan particulier d'urgence et d'intervention, puisque je vous ai dit que c'était une obligation légale au niveau de la province et de la commune. Ce plan, comment va-t-il fonctionner? Comment va-t-il être activé? Sur base de niveau d'alerte. Il est évident que pour un feu de poubelle, j'ai dit toujours, dans un bâtiment administratif, on ne va pas déclencher, lancer toute la cavalerie, on ne va pas mobiliser tous les moyens parce que ça ne se justifie absolument pas. Donc, on détermine des niveaux d'alerte et à chaque niveau d'alerte correspond une réponse multidisciplinaire. Voilà encore un objectif de l'arrêté de 2006. On ne travaille plus indépendamment l'un de l'autre, mais on travaille en coordination avec les autres. Donc toutes les disciplines doivent coordonner leurs actions sur le terrain et définir ensemble les priorités d'action. Vous allez alors dans ce cadre-là recevoir des consignes du centre 100. Centre 100, c'est lui qui va vous mobiliser. Il connaît le niveau d'alerte et en fonction du niveau d'alerte, eh bien, il va vous donner des consignes. Quel type de consignes? Par exemple, un itinéraire d'accès. Inutile de vous envoyer face au vent
et être exposé à un nuage toxique. Donc on va vous informer et on vous donnera l'itinéraire à suivre. On vous enverra vers un point de première destination. Inutile d'envoyer tous les moyens à l'entrée de l'entreprise. On risque de paralyser l'action des gens qui ont une première action à mener. Donc, allez vers un point de première destination et on vous mobilisera au fur et à mesure des moyens sur les lieux de l'intervention. On vous définira aussi peut-être l'emplacement d'un poste médical avancé. S'il a été mis en place et que vous venez après une heure par rapport à l'instant T0 de l'accident, eh bien on pourra peut-être directement vous diriger vers le PMA. On pourrait aussi vous diriger vers un parking réservé aux ambulances. Donc le sang va vous donner ses consignes, n'hésitez pas. Demandez aussi au sang, alors, si le plan PIM, donc le plan d'intervention médicale provinciale, a été déclenché. Pourquoi ? Parce que si vous êtes la première ambulance qui arrive sur place, le directeur des opérations, bien souvent appartenant à la D1, va vous poser la question. Tout cela dans l'organisation, encore une fois, des moyens à mettre en œuvre. Un zonage va être mis en place. On revient maintenant à l'arrêté de 2008 avec les zones de risque. Donc, en fonction de ces zones qui ont été prédéfinies, précalculées, un zonage va être mis en place. Alors, s'il vous plaît, en aucun cas vous ne rentrez dans le périmètre d'exclusion. Vous ne pourrez y aller peut-être qu'à un moment donné, mais sur décision et autorisation de votre directeur de discipline. Et je rappelle le DIRMET, directeur médical. Toutes les instructions que vous aurez à recevoir émanent de cette personne ou de son adjoint. Toutefois, l'AD1 ou le responsable de l'AD1 peut et doit vous interdire l'accès au chantier s'il estime que votre sécurité n'est pas garantie. Il en sera de même pour les représentants de la D3. S'ils sont tenus de faire respecter un périmètre, eh bien, ils vous en interdiront l'accès. Si maintenant vous êtes confronté à ce genre de problème, qu'il y a contradiction dans les instructions qui vous sont données, eh bien, vous en référez à votre DIRMET. Lui pourra prendre contact avec le DIR PCOPS et pourra à ce moment-là, ils prendront ensemble la bonne décision et ils permettront le franchissement du périmètre ou pas. Petite parenthèse pour les sapeurs-pompiers qui interviennent ici en tant qu'ambulanciers. Ne perdez pas de vue que vous appartenez alors à la D2, vous n'appartenez plus à la D1. Donc les instructions que vous allez recevoir sont celles de la D2, vous n'intervenez plus comme sapeur-pompier parce que vous n'avez pas les moyens de protection. Par contre, la formation qui est la vôtre peut être très intéressante au moment où on va transmettre un bilan quant à savoir la nature des dangers, les produits, évaluer peut-être les risques de suraccident, ou alors tout simplement prendre déjà des premières mesures de mise à l'abri. Si vous êtes les premiers sur les lieux, mais peut-être conseiller aux gens de ne pas rester face au vent et peut-être d'évacuer toute une zone si vous estimez qu'il y a un risque imminent. Voilà, donc j'en ai terminé pour les conseils en intervention. Juste avant de passer à l'exemple d'une entreprise de notre région, voilà une carte qui illustre un petit peu l'implantation, je dis bien, des sites Seveso en Wallonie. Vous voyez qu'on a quand même 95 entreprises, dont 47 grands Seveso et 48 petits Seveso. Je pense que chacun, dans son secteur d'intervention, peut être appelé à intervenir dans ce type d'entreprise.